Vous savez, parfois, on tombe sur des histoires qui nous touchent vraiment et qui nous troublent même, des histoires qui nous arrachent le cœur et qui nous font dire, ma foi, mais comment ça se peut qu'une telle chose arrive? Comment une femme, en l'occurrence, peut-elle se laisser embarquer dans une histoire d'amour et que ça dégénère comme ça au point qu'elle risque sa vie, au point où elle est prête à faire n'importe quoi pour un homme qui dit l'aimer et dont elle est follement éprise? C'est l'histoire, en fait, de Martine Janson, qui est une Montréalaise qui a dansé nue pendant des années pour faire plaisir à l'homme qu'elle croyait être l'homme de sa vie et qui s'est retrouvée finalement prise dans une espèce de tourmente incroyable, implacable, jusqu'à vivre des drames épouvantables. Elle a eu un enfant avec cet homme et des années à se libérer de cette souffrance. Martine Janson est avec moi. Merci beaucoup d'être là, Martine. Votre histoire m'a beaucoup, beaucoup intéressée, aussi parce que vous venez d'en publier un livre, Sous la plume, il vous a beaucoup aidé, de Marc Fischer. Quand je vois le nom de Marc Fischer, on le connaît, le millionnaire dans les deux cas, c'est-à-dire à la fois comme auteur et comme personne. Merci beaucoup, Marc, d'être là. Ouais, Marc plaisir, Fischer. Et je voyais Marc Fischer qui était donc avec Martine Janson sur la couverture d'un livre qui m'a vraiment arrêté. Danseuse et maman, comme titre, on voit pas ça souvent. Marc Fischer a tendance à faire des bons titres. Il faut dire merci de nous raconter cette histoire parce que vous-même, Marc, vous avez été surpris de son histoire. Ben oui, moi, je connaissais Martine depuis quelques années. Puis, à un moment donné, elle m'a contacté, elle m'a dit, j'ai fait un livre qui était, bref, un tout petit manuscrit d'une centaine de pages. Et puis, quand j'ai lu ça, ben, à la fois, j'ai ri parce qu'il y a des choses vraiment drôles avec des clients puisqu'elle était danseuse. Mais surtout, j'ai été vraiment bouleversé parce que c'est vraiment l'engrenage. On voit à quel point une femme qui aime un homme de façon passionnée et absolue a été entraînée dans cet enfer-là. Puis, il y a des passages du livre, évidemment, ça va très loin. Peut-être qu'on va laisser Martine les révéler. Parce que, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, Martine, puis peut-être que l'actualité aussi vous a frappé, parce que là, justement, on parle de l'histoire de Ray Rice, le joueur de football de la NFL, qui a battu sa conjointe dans un ascenseur. En fait, bon, tout le monde a vu les images, tout le monde est troublé de ça. On a beaucoup reparlé dans les jours qui ont suivi, là, ces jours-ci, du syndrome de la femme battue. Vous-même, vous étiez rondement battu par cet homme-là que vous aimiez profondément. J'aimerais qu'on fasse la genèse de votre histoire pour que les auditeurs comprennent bien d'où vous êtes parti. Parce que vous n'êtes pas une fille de, entre guillemets, mauvaise famille qui avait des parents qui s'occupaient pas d'elle. Vous étiez à la rigueur une jeune fille moyenne, une jeune femme qui avait toute la vie devant elle, finalement. Oui, joyeuse. Tout allait bien avant de rencontrer cet homme-là. Aussi, elle était préposée aux bénéficiaires dans vous une aviez résidence pour personnes âgées. Alors, donc, avait un travail... Moi, je travaillais comme préposée aux bénéficiaires, puis j'ai rencontré cet homme-là dans un bar, dans la discothèque. Il m'avait charmé, je l'avais trouvé gentil, il avait toutes les qualités voulues, la douceur, la gentillesse, la politesse, toutes ces choses-là. Au début, on se laisse beaucoup charmer parce qu'on est des femmes qui ont beaucoup besoin d'amour, ces choses-là. Puis ces hommes-là savent où nous trouver aussi. Je pense qu'on le dégage beaucoup. Puis au début, c'est la douceur, la gentillesse. Ils nous donnent tout ce qu'on recherche jusqu'à temps qu'on commence à tomber vraiment en amour, qu'on espère, qu'on se met à rêver. Puis petit peu par petit peu, l'agressivité arrive. Il n'arrive pas au début puis nous frapper, faire ces choses-là. Au début, ça va être... Des choses comme lancer quelque chose, briser un téléphone, raccrocher la ligne au nez. Ça commence juste par des petits événements, mais ils reviennent toujours avec les grosses excuses. Puis je t'aime, t'es la femme de ma vie, toutes ces choses-là. Puis lui, il me disait qu'il étudiait en médecine. Moi, je l'ai cru parce qu'il partait travailler sérieusement avec ses livres. Étudier le matin avec ses livres, puis il revenait le soir. Moi, je pensais qu'il avait été toute la journée à l'école, puis qu'il avait étudié. Mais il se faisait un scénario d'étudiant de médecine. Là. Il y avait des vrais livres de médecine. Il partait vraiment le matin, comme à l'université. Il étudiait vraiment. Oui, il étudiait pas, mais il y avait les livres pour étudier. Moi, ce qu'il faisait dans la journée, c'est que je croyais vraiment qu'il était à l'université puis qu'il faisait ces choses-là, qu'il étudiait, puis il revenait le soir comme quelqu'un vraiment de normal. Puis moi, je faisais mon travail de préposé aux bénéficiaires. Puis après ça, la jalousie, elle a commencé à embarquer. Il est venu à mon travail, il a commencé à
péter des crises puis à faire des choses. Moi, j'ai perdu mon emploi à cause de lui. C'est sûr, il n'y a pas une place qui va endurer ça, mais ces hommes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de briser tout notre environnement alentour, tous nos contacts, nous éloigner de nos familles, tout est déjà comme... Pour votre bien, en plus. Oui, c'est pour notre bien, Mais c'est sûr. Comme il vous avait rencontré, d'ailleurs, parce que vous dites, quand je l'ai rencontré, c'était dans un bar, il vous a charmé, mais d'abord, il vous a protégé, il a pris votre défense, parce que vous étiez en mauvaise posture. Racontez-nous un peu cette scène-là. Oui, quand je l'ai rencontré, j'étais à l'horizon, puis je suis allée dans les toilettes, puis un homme qui avait essayé de m'agresser. Puis lui, il est venu, puis il a fait le sauveur. Il m'a aidé, puis il m'a sorti de cette situation-là. Agressé sexuellement, là, vraiment. Vous levez la jupe. Oui, il m'avait mis dans les toilettes, il avait levé la jupe, puis lui est arrivé comme juste au bon moment avant que l'autre commette le geste. Fait que moi, je le voyais comme un héros. C'est comme mon sauveur. C'est comme... Mais tout était bien mis en place pour que cet homme-là me fasse rêver puis me fasse croire à beaucoup de choses. Puis, comme je disais, c'est ça, il allait étudier en médecine, puis il a commencé à éloigner mes amis, il a commencé en me disant que c'était pas des bonnes personnes, des bons gens, il m'a éloigné de ma famille, il m'a éloigné de... Fait que j'étais comme... Il est déménagé chez moi comme 3 semaines après. Il a commencé à prendre l'emprise de ma maison, gérer toute ma vie, dans le fond, là, parce que moi, je connaissais... Il disait que je ne connaissais pas grand-chose. C'était comme l'homme modèle. Mais vous étiez d'accord avec ça? Un gars qui vous dit « Tu connais pas grand-chose, Martine », vous êtes d'accord? J'étais pas d'accord, mais ça commence tellement petit peu par petit peu avec des mots méchants, des choses comme ça, qu'à un moment donné, on aime tellement la personne qu'on commence à croire ce qu'il nous dit. Tu sais, quand il nous traite de stupide pour quelque chose qu'on a fait, à la suite, je vais commencer à dire, dans ma tête, j'aurais pas dû faire ça, je me traitais de conne, ou, je croyais ce qu'il me disait. Je me disais, je pense... Il faut dire aussi qu'elle avait 18 ans, lui 25, donc elle était une toute jeune fille. On est plus naïf à cet âge-là aussi. C'est sûr. Ah, mais moi, j'étais vraiment naïve, là. Vraiment. Je faisais confiance à tout le monde. J'étais une grande amoureuse, une grande sauveuse, une grande... j'ai ça dans mon sang à moi. Fait quand il disait des choses, mais c'est petit peu par petit peu, j'ai commencé à les croire pas au début. Je suis pas arrivée là, puis j'étais stupide ou j'étais... C'est petit peu... Moi, j'étais tellement amourachée. Je voyais juste lui, dans le fond. Puis vous avez dit... je vais t'enseigner à être deux. Ah, ça, c'était tellement beau, cette phrase. Ça vous a... Ah, ça, c'est... Ah oui. D'abord, il vous sauve des mains d'un prédateur sexuel qui est à la veille de vous violer. Puis là, en plus, il vous dit, je vais t'enseigner la vie de couple. Ouais, à 18 ans, ça, oui, je connais ça pas vous a jeté à terre. Oui, ça, c'était wow. Aujourd'hui, j'en ris beaucoup, là. Mais cette journée-là, quand il me l'a dit, ça m'avait vraiment touchée. Tu sais, quand on est des jeunes filles, on rêve beaucoup. Hein? Au début, quand t'es petite fille, c'est princesse. Puis après ça, tu rêves au prince charmant. Tu rêves qu'il arrive dans ta vie, puis tu vas finir tes jours avec. Puis la femme, c'est dans sa nature. On veut tout avoir un homme, on veut tout être heureux. On pense à bâtir des familles. On pense pas quand on rencontre quelqu'un que dans quelques mois, on sera plus avec. On rêve, on rêve, on rêve. Parce qu'ensuite, c'est pour continuer à être à deux, vous écrivez « Je devais danser nu ». Et c'est là que le trouble commence. Si vous voulez bien, on va s'arrêter ici. On va poursuivre votre histoire, Martine, tout de suite après la pause. On est en compagnie de l'auteur Marc Fischer et de Martine Janson, qui a été danseuse et maman. C'est d'ailleurs le titre d'un roman, mais qui est très, 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 très inspiré de sa vie. C'est son histoire qu'elle nous raconte tout de suite après ceci. On revient. Restez là. Je suis en compagnie de Martine Janson et de Marc Fischer, l'auteur à succès qui a aidé Martine justement dans l'écriture de ce livre, Danseuse et maman, qui est donc inspiré de l'histoire de votre vie, Martine. Très, 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 très inspiré, en fait. C'est cette histoire. Je sais que Marc Fischer me disait que finalement, ça reste un roman parce que vous l'avez un peu... adouci, parce que la réalité est pire que la fiction parfois. Comme la scène, il faut quand même parler qu'elle a été violée là, par 7 gars, en fait. Cette scène-là qui est vraiment horrible, à la demande du père de son enfant, du copain. Je l'ai adouci. Qui espérait peut-être provoquer non, c'est parce qu'elle tombait enceinte, elle ne pouvait pas continuer à danser, puis elle était son gagne-pain. Et lui, c'est comme le narcissique extrême, suprême, qui... Si quelqu'un m'empêche de gagner du revenu, donc il le fait violer par ses copains dans l'espoir qu'elle perde l'enfant. Parce qu'elle n'était pas question. C'est pour ça qu'on a appelé ça maman, c'est qu'elle s'est battue. Et même après avoir eu l'enfant, il a tout fait pour avoir la garde de l'enfant sous prétexte qu'elle était une vulgaire danseuse. Alors c'est lui qui l'avait entraîné. C'est vraiment comme un cauchemar
Inconcevable, incompréhensible. Et justement, vous avez été entraîné là-dedans, mais on sent quand même que tout le long, il y a vraiment une grande... il vous a beaucoup influencé. Il y a une grande manipulation. On en était à cette phrase, je vais t'enseigner à être à deux, mais pour être à deux, il va falloir que tu danses, parce qu'on a compris que c'était à cause de lui que vous avez perdu votre travail. L'idée même de danser nu dans un club de danseuses, vous trouviez ça répugnant au départ? Oui, parce que malgré que j'ai dansé, même aujourd'hui, je suis toujours encore quelqu'un de vraiment pudique. Tu sais, moi, il y avait juste un homme qui m'avait vu nue avant d'aller dans un bar. Bien, lui, c'était comme le deuxième, là. Puis je devais aller me présenter devant des hommes nus, ce qui est loin d'être ma personnalité, vraiment, vraiment. Là, dans ma tête, je ne pouvais même pas réaliser que je pourrais faire une chose comme ça. Que, tu sais, je me disais, bien, premièrement, comme j'ai pas de seins, j'ai pas de je me voyais pas assez femme pour aller dans un bar, puis arriver, puis danser. Et là, je vais citer le fameux Herbie, là, Ouais. c'est comme ça que vous l'avez appelé dans le roman. Sous-estime-toi jamais, ma chérie, ton potentiel est illimité. Ta seule limite est dans ta tête et c'est toi qui la fabrique. T'as un beau cul et de belles jambes. Et là, vous dites, j'aime ça quand il me parle comme ça, comme un vrai coach de vie. Je l'ai serré dans mes bras. Oui, j'avais besoin de ses compliments. Tu sais, j'avais pas confiance en moi. T'as un beau cul, t'as des belles jambes. Pour vous, c'est un compliment? Dans ce temps-là, oui. Tout compliment était beau compliment. Ça aurait été n'importe quoi d'autre qui a dit, tant qu'on me donnait des compliments, j'y prenais. J'en avais besoin. J'étais à ce stade-là, à cet âge-là. Là. Peut-être, moi, j'ai de la grosse dépendance affective. J'avais besoin d'entendre des mots, quels qu'ils soient, qui pouvaient être gentils pour moi. Est-ce que ça vous avait manqué quand vous étiez plus jeune? On est vite porté à vouloir dire, bon, ça vient-tu de l'enfance? Si on faisait de la pop psycho, on irait là. Mais est-ce que j'imagine que vous avez vous-même essayé d'analyser pourquoi vous dites que vous avez un petit problème de fabrication avec votre moi, mais bon. C'est dans ma nature, c'est tout. C'était dans ma nature, le besoin de plaire, le besoin de plaire à tout le monde. Je suis née avec ça, c'est comme ça. Jusqu'à danser, Martine, jusqu'à faire fi de vos propres valeurs à vous, parce qu'on sent que c'est pas vos valeurs. Non, mais c'est de la façon qu'on amène, qui me l'a amené. C'était pour... tu sais, il a commencé à dire, ah, ben là, c'est ça, il pourrait plus étudier. Puis là, je vis la culpabilité de ne pas pouvoir aider l'homme de ma vie à acquérir ses rêves, à acquérir... Fait que des fois, oui, on va jusqu'à se rabaisser à ce point-là pour pouvoir aider quelqu'un, puis lui aider à réaliser ses rêves ou lui aider à devenir ce qu'il veut devenir. Au détriment de vous-même. Oui, au détriment de nous. C'est comme si nous, ça n'avait pas d'importance. L'important, c'est l'autre. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais dans ce temps-là, c'est comme ça. Puis aussi, on se dit, plus qu'on va faire des choses pour lui, plus il va nous aimer. Fait qu'on est prêt à donner de beaucoup, beaucoup de nous-mêmes, même des fois jusqu'à, tu sais, on mourrait pour eux autres. Juste pour pouvoir gagner de l'amour ou gagner. Plus je vais en faire, plus il va m'aimer, plus je vais l'aider, plus il va m'aimer. Puis c'est comme ça que je le voyais dans ce temps-là. Fait que oui, je suis allée travailler dans un bar, puis je suis allée danser nu, puis je suis tombée dans un monde d'enfer que j'aurais jamais cru que c'était ça du tout. Là. Mais dès le début, dès les premiers jours de vos rencontres, de votre première rencontre, vous lui avez prêté de l'argent, il vous a raconté une histoire... On voit ça sur Internet, ces histoires-là. On a fait des émissions là-dessus dernièrement. Les auditeurs m'appelaient pour me dire, moi, j'ai envoyé 1 500 $ en Afrique. Quelqu'un que je connais pas. Quelqu'un avait appelé pour dire, j'ai envoyé 7 000 $ via Internet. On se dit, ça se peut pas. Mais vous l'avez vécu aussi. Oui, je l'ai vécu. Mais moi, j'étais avec lui tous les jours. Je rentrais à la maison. Au début, je lui donnais. Après, il prenait. Mais au début, je le donnais de bon gré. Il en avait besoin. On n'a pas dans la tête quand on rencontre quelqu'un qui va être méchant ou qui va faire ces choses-là. Mais je pense, au début, si je me souviens bien, Marc, vous me corrigerez, mais je pense que ça fait 3-4 jours que vous vous connaissiez. Puis là, il dit, bon là, je suis vraiment en retard pour un paiement. Il va falloir que tu me prêtes de l'argent pour ses frais de scolarité. D'école imaginaire, en fait, tout ça. Ses cartes de crédit. Ses cartes de crédit. Puis là, oui, acheter, voilà. Mais puis vous lui prêtez, vous lui donnez, en fait, dès le début. Oui, mais on n'a pas dans la tête qu'on ne voit pas le mal. Moi, j'ai pas de mal en moi. Fait que je peux pas voir le mal chez quelqu'un d'autre. Je pourrais pas... Tu sais, quand on n'est pas voleur, on pense pas que les gens vont nous voler. Fait que moi dans
dans ma personnalité, je suis quelqu'un de humble, de douce, d'honnête. Fait que je pourrais pas croire que quelqu'un puisse me faire ça. Je le croyais pas. Aujourd'hui, je suis moins... C'est pas de la naïveté. C'est que j'ai juste dans ma tête que j'aurais jamais pensé que je le faisais pour le bien, comme j'espérais que si un jour ça m'arriverait à moi, quelqu'un le ferait pour moi. Fait que je l'ai fait de bon cœur. Là, vous arrivez dans cet univers que vous connaissez pas du tout, l'univers des clubs de danseuses, avec des filles qui ont des histoires différentes aussi, chacune à la sienne, en fait. Oui, de bonnes histoires. Oui, il y a Ouais. il y a des filles sympathiques avec lesquelles vous liez d'amitié. Moi, je peux vous dire, malgré ce que les gens pensent, malgré les jugements, malgré les meilleures filles que j'ai rencontrées dans ma vie, sont celles-là. Ah ouais. C'est des femmes de cœur, c'est des femmes, la même chose que moi, qui vont tout donner, qui vont se battre pour leurs enfants, qui vont se battre pour leur famille. Ils ont des valeurs intègres. Puis les gens, ils peuvent pas croire ça. Dans la société, quand on parle de danseuses, les gens les voient comme des tout croches, des pas bonnes, des si. Mais personne n'a jamais été fouillé dans leur cœur. Personne ne connaît leur vie. Personne ne sait d'où ce qu'ils viennent. Puis ils ne connaissent pas, ces femmes-là. S'ils les connaîtraient, puis ils prendraient la peine de les connaître, et le jugement serait beaucoup moins grand que... Beaucoup de monoparentales, des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou les autres sont accompagnés comme j'étais accompagnée. Avec un pimp. Parce que dans le fond, c'est Ouais. un pimp, votre gars. Oui, carrément. Oui, oui. Puis beaucoup sont avec des ex-détenus ou des futurs détenus aussi. C'est pas. Puis en même temps aussi, il faut souligner qu'à l'époque, elle n'est jamais dans ses contacts. C'est à l'époque où c'était des bars non contacts. Ouais. Donc, ça permettait peut-être, sinon Mais ça vous- aurait été intolérable. Mais ils vous demandaient toutes sortes d'affaires quand même. C'est un peu... On lit ça, puis on se dit, Brrr, ça donne froid dans le dos des gars qui veulent que vous uriniez sur eux dans une coupe de champagne. Ils prennent ça où, ces affaires-là? C'est quoi la- cette idée-là de Moi, faire c'est la pipi partie dans où je riais, justement, parce qu'elle avait Ben là, entre vaut autres mieux rire, un parce client que- qui était ministre. Oh my God! Je lui ai jamais demandé le nom, mais il y avait vraiment... Ben moi, écrit- je vais lui demander, madame. Je Oui. sais qu'elle me le dira pas, mais il faut que je Je lui le demande. dirai pas. Mais qui lui demandait, lui, il disait, moi, ma femme me comprend pas. Moi, j'aime faire l'amour dans une porcherie. Fait qu'elle elle disait, ah ben oui, ta femme te comprend pas, pauvre chou. C'est vraiment des choses abracadabrantes. Quelle Mais partie? à 18 ans. Hey, je les ai toutes en Mais tête. c'est vraiment... Il y avait Il un arrivait ministre avec sa avec limousine. son garde du corps et Oui, tout. Oui, 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 oui. Puis il vous disait, j'ai un gros compte de dépenses, inquiète-toi pas. Oui, c'est le gouvernement. J'ai- C'est nous, les cons qui payons pour ça. J'ai entendu toutes les histoires, je vous dis. Là, toutes. C'était les contribuables qui Ouais. payaient, Oui, c'est viré ça va aux bien. danseuses. Il n'y a pas un être humain sur la Terre, je pense, qui pourrait croire tout ce que j'ai pu entendre. C'est vraiment fou. Là. Savez-vous quoi? Quand on rentre là, on a une personnalité, puis quand on sort des bars de danseuses, on devient pire qu'avant qu'on y rentre. Parce que ce qu'on voit de l'homme, l'animosité qu'on dit, ça fait peur. Ça fait peur parce que là-bas, ils font des choses où ils disent des choses qu'ils ne diraient pas à la maison ou qu'ils ne diraient pas en société, mais quand tu rentres dans le bar, tout est permis de dire, toutes les pensées sont là. Et j'ai entendu j'ai vu des gens sadomaso qui voulaient qu'on les batte, j'ai entendu des fantasmes horribles à faire peur qu'on ne voit même pas dans des films. Même nous, on dansait pas contact, puis c'était comme quasiment impossible de le faire à jeun. Avec ce qu'on entend, ça fait peur. C'est la vulgarité aussi, ce qu'ils nous disent. On est vraiment... tu sais, des fois, c'est les chiennes de rue, les noms, on les a tous entendus, là. Mais, fait que moi, j'ai commencé à consommer, j'ai commencé à boire de l'alcool, à faire ces choses-là. Après ça, ouais, j'ai fait de la coke. Si l'alcool, c'était pas assez pour supporter. J'essayais d'amener ma tête ailleurs, dans un autre monde, pour réussir juste à pas entendre ce qu'ils disaient ou à bloquer ou à... Parce que c'est plus juste le fait de danser nu après, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'un coup qu'on s'est mis à nu, ben oui, tu tournes sur ton petit banc, puis nous, on n'avait pas de contact, ils ne nous touchaient pas. Parce que dans ce temps-là, s'ils nous touchaient, on leur claquait sa gueule. Là. Mais ils vous demandaient de vous toucher, ils vous demandaient... Quand ils vous voyaient 2-3 danseuses ensemble, visiblement, ça avait un effet d'excitation assez incroyable. Oui, c'était payant quand on faisait Ça, c'est payant. C'est quoi le client qui vous a donné le plus de cash? J'ai fait comme 700 quelques piastres en une soirée, puis c'était un client sadomaso, là. Mais cette soirée-là, c'était... Mais moi, je vivais beaucoup de révolte. Après mon viol, je suis devenue une femme violente. Je suis devenue violente après mon viol. J'ai comme changé de personnalité, j'ai changé... J'avais peur de l'homme, j'avais peur de l'être humain, j'avais peur. Fait qu'avant qu'on m'attaque, j'attaquais.
Puis j'étais dans le bar, puis j'avais beaucoup de rage ce soir-là. Puis le monsieur, il n'arrêtait pas d'appeler des filles. Puis il demandait aux filles. Là, les filles passaient à côté, puis il donnait une claque sur la gueule. Puis là, mais pour le client, c'était pas assez. Fait qu'il payait sa danse, la fille, elle virait de bord. Puis moi, ce soir-là, j'avais pris une coupe de verre. Fait que je suis partie il m'avait même pas demandé pour danser, mais je voyais qu'il voulait se faire frapper. Fait que je suis partie comme en sa direction, sans qu'il me demande à danser. Puis je suis arrivée à côté, puis je l'ai frappé à grands coups de poing. Puis il m'a gardé. Il était content? Ah, mais moi aussi, j'étais contente. Ça me faisait du bien, ce soir-là. Mais lui, il était content? Ah, lui, il était content. Il m'a gardé toute la soirée au complet. Il a payé toutes les danses. Puis... Pour se faire battre. Ouais, moi, je l'ai martyrisé. Ça m'avait fait vraiment du bien, ce soir-là. Ah, puis c'est tous des gars mariés, ou à peu près? Oui. Incroyable. Tu sais, après ça, on sort des bars, puis dans les autres relations, souvent, les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas confiance. Non, je les ai tout vus, je les ai tout entendus, je les ai... Puis, tu sais... Êtes-vous avec un homme aujourd'hui? Présentement, oui. Mais je vais te conter comme une anecdote. Je travaille dans un bar, puis j'étais bartender. Fait que le client, là, c'est le en tout cas, c'est pas de classe, Saint-Saëns. Il essaye de pogner les fesses aux danseuses. Pas de classe. Il parle vulgaire. Il est cru. Puis une journée, ce gars-là, il vient au bar. Il vient au bar, puis il vient avec sa copine. Fait que s'assoit au bar, mais là, il a tout changé de personnalité. Il commence à... Il parle, là, on parle avec sa blonde, il parle, puis là, il me dit Martine, dis, quand je viens ici, je fais jamais danser de filles, je fais jamais, tu sais, je suis correcte. Mais moi, ça a sorti cette journée-là. Moi, j'ai dit non, t'es un Christ de menteur. Chaque fois que tu viens ici, t'essaies de pogner le cul aux filles. Mais c'est de voir les... Mais qu'est-ce que la blonde faisait dans un club de danseuses avec son chum? Mais souvent, c'est parce que le gars, il va là-bas puis il veut montrer à la fille que quand il va là-bas, il fait rien de mal ou que c'est correct. Parce qu'ils ont tous le même speech. Ils vont dire « Oh non, moi, je fais pas danser de filles, je vais masser, je vais juste là prendre un verre avec mes amis. » Mais n'importe quel gars va dire ça. Les clubs de danseuses n'existeraient pas si les filles ne feraient pas d'argent. Fait que les femmes devraient comprendre que quand les hommes vont dans les bars, ils font danser des filles. Incroyable. On revient tout de suite après ceci, 514-790-9850, pour réagir à l'histoire de Martine Janson. On en vient donc à notre question pour vous, chers auditeurs. C'est finalement comment on arrive à se défaire d'une relation toxique. Je trouvais que l'histoire de Martine Janson était fabuleuse pour ça, tellement clair, tellement limpide. Il y a des relations qui nous amènent dans le dallo, là. Il y a des relations qui nous tirent vers le bas. Il y a des relations qui nous détruisent, Martine. Vous auriez pu vous ouvrir les veines. Vous auriez pu finir avec une seringue dans le bras dans une ruelle de Montréal-Nord. Vous auriez pu complètement vous révolter, aller jusqu'au meurtre. Marc Fischer le disait tout à l'heure, la scène dans votre livre où vous racontez le viol au moment où vous êtes enceinte parce que ce fameux Herbie, votre pimp, qui est normalement, entre guillemets, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'était plus l'homme de votre vie quand même dans votre tête. Hein? Non. Il l'était pas mal moins. Mais que ce gars-là organise un viol collectif en espérant que vous perdiez le bébé que vous portez, je veux dire, il n'y a pas plus grande violence. Non, il n'y a pas plus grande violence que ça, mais on peut... C'est quoi? Sincèrement, on peut s'en sortir. Moi, aujourd'hui, je me lève tous les matins puis je suis vraiment heureuse dans la vie. J'avais 2 choix dans la vie, soit de garder cet événement-là avec moi, puis jusqu'à la fin de mes jours, puis d'être une victime, ou de prendre cet événement-là puis d'essayer d'en faire quelque chose de bien, d'essayer de... Tu sais, quand je me lève le matin... Mais ça a pris quelques années. Oui, moi, c'est ça. Moi, j'ai été dans l'automutilation. Tu parlais de se couper. Je me suis coupée. J'ai essayé de me suicider. J'ai ramené des hommes violents par la suite à la maison parce que c'était mon pattern de vie. Puis un coup que tu as dansé puis que tu as été sali, tu penses pas qu'un homme bien va vouloir de toi. Fait que je ramassais je vais le dire, la charogne des hommes. C'est ce que je ramenais avec moi, puis j'endurais. Tu sais, c'était moins pire que c'est. Fait que moi, de manger des tapes à la gueule ou de me faire traiter de chienne, c'était comme correct. Je voyais pas le mal parce qu'avec l'événement que j'avais vécu, le reste, c'était comme anodin. Je suis capable d'en encaisser des coups là, en quantité industrielle. Mais comme dans le livre, quand je me suis fâchée, c'est parce qu'on a touché à mon enfant. Ça, c'est quelque chose à ne jamais faire. Là. Encore aujourd'hui, j'ai encore ça à travailler fort, fort sur moi. Là. Mais
c'est ça. Mais vous avez eu d'autres enfants aujourd'hui. Oui, j'ai 4 enfants en tout, 4 beaux enfants. Oui, ils sont ma vie. Vous me disiez tout à l'heure que votre fille est née, donc cet enfant que vous avez eu, que vous avez défendu, on peut la nommer, Jessica? Oui, Jessica. Est-ce que c'est son vrai nom? Non? Oui, c'est son vrai nom, oui. Elle a lu votre livre. Oui. Elle en a pensé quoi? Elle était toute excitée parce qu'ils sont vraiment fiers. Eux autres connaissent les autres relations que j'ai eues, l'autodestruction. Mes 2 plus vieilles l'ont vu, pas les plus jeunes. Ils m'ont vu avec des hommes violents. Ils m'ont vu. Ils ont toutes vu dans la vie. Fait qu'ils ont quand même beaucoup de caractère, mes filles, parce que même si j'ai pas voulu, ils ont le même vécu que moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ont vu la violence, ils ont vu... Est-ce qu'elles sont danseuses? Non, pas danseuses, mais dans ma maison. Ce que les hommes que j'amenais dans la maison, ils m'ont vu manger des tapes à gueule, recevoir des tasses de café. Ils m'ont vu me battre avec les hommes que j'avais dans la maison. Ils l'ont vu, ils ont tout entendu les noms, ils ont tout entendu les choses. Fait qu'eux autres, ils ont vécu ça aussi. Mais moi, je leur ai mis dans la tête que... J'ai perdu beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai vraiment fait plein de choses pour pouvoir m'en sortir, mais ma tête était toujours en arrière dans cet événement-là. Puis moi, la seule façon que j'ai trouvé de passer à autre chose, c'était les gens comprendront peut-être pas ce que je vais dire, mais c'était de pardonner. Puis les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que pardonner, c'est pas excuser quelqu'un, c'est d'y rendre l'événement qui lui appartient. C'est bien différent, parce que c'est pas le viol qui me détruit, c'est ce que j'ai fait du viol. Le viol, c'est un événement. Puis moi, ce que j'ai fait de cet événement-là a ruiné ma vie en me traitant de pas bonne, de moins que rien. Mais je pense que ça avait commencé avant aussi. Oui, ça l'avait commencé avant, mais j'ai continué. Puis un matin, tu te réveilles un matin et tu te demandes, t'es où dans ce grand monde-là? Moi, je suis tombée à genoux à terre, je pleurais. Puis je me disais, voyons donc, ça se peut pas, on vient pas au monde pour ça. C'est pas ça la vie, c'est pas ça le... Puis je suis allée chercher de l'aide, des ressources, parce que ça m'a pris comme 10 ans avant d'être capable de dire que ça m'était arrivé. Mais un coup qu'on en parle, un coup qu'on s'ouvre à quelqu'un, la libération que ça fait, là, c'est vraiment fou. Mais vous, ça vous a pris combien d'années à sortir de cette relation toxique? De cette relation-là, ça m'a pris comme 3 ans à peu près. Mais j'ai ramené la même chose. Ouais. Et le pattern a duré... Le pattern a duré 15 ans de temps. 15 ans. 15 ans de temps, ouais. Ça, c'est la grande question, d'ailleurs, avec laquelle Marc Fischer entame le livre. Au début, Marc, vous expliquez pourquoi l'histoire de Martine vous a passionné, puis que vous avez voulu faire quelque chose avec son 100 pages de manuscrit qu'elle vous a apporté. Puis vous dites aussi, c'est la fameuse question qu'on se pose toujours, pourquoi une femme saine d'esprit, normale, entre guillemets, pourquoi elle reste avec un gars qui là-bas, qui la traite de tous les noms, qui... C'est ça. Pourquoi? C'est le syndrome de la femme battue que personne ne comprend. Oui, puis en général, même, on a un préjugé assez défavorable. On se dit, ben, elle est conne de rester, mais elle était vraiment dans une sorte de prison réelle parce qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle se faisait abuser. Elle ne pouvait pas dire à sa mère ou à son frère parce que son frère était portier dans un bar et il aurait carrément tué son chum. Et donc, son frère se serait retrouvé en prison. Puis en plus, lui, il y avait une gang aussi. Il y avait une gang d'amis. Donc, même après le viol, même si elle avait dénoncé, lui, elle avait peur que les 7 autres... c'est pas évident quand tu as 7 ou 8 personnes qui peuvent te régler ton cas. Puis même, comme elle me disait, même si Puis vous êtes toute frêle, toute menue, même si vous êtes sans doute très bonne à vous battre, là. Non, mais donc, c'est vraiment un règne de la terreur. Et moi, moi, tout ce qui est... Toute violence contre les femmes, les enfants, ça me révolte tellement parce que c'est comme le joueur de football. Pourquoi il ne va pas frapper un de ses collègues de travail? Pourquoi toujours frapper la personne plus petite? C'est vraiment une lâcheté. Et puis la double lâcheté, c'est dire que la moitié de sa faute revient à la femme. Oui, en plus. En plus. Et puis, c'est incroyable, ça. On a tellement, les gens portent des jugements, mais on a tellement plus d'estime de nous que on en vient à croire ce que les hommes disent de nous, on le croit. Notre estime est tellement basse que quand ils disent, même les claques, moi, j'étais rendue à croire que je les méritais, que j'aurais pas dû faire ci ou que si j'aurais pas fait ça, ben il m'aurait pas claqué. Si j'aurais pas... dans ma tête, à cet instant-là, elle fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, je sais que même un homme n'a pas le droit de m'insulter ou personne n'a le droit de faire ça. Mais dans ce temps-là, j'étais comme une morte vivante. J'étais même pas vivante, je pense. J'avais un corps vivant, mais j'avais pas un esprit qui était là. J'avais pas... je survivais
dans notre super société. C'est ça Ouais. que je faisais. Et- On parle du milieu des danseuses. Il y a Samy qui est justement danseuse nue qui nous appelle. Je pense que Samy voulait nous dire que c'est pas comme ça pour vous. Ben en fait, oui, bonjour. Bonjour. Oui, je l'ai été, là. Je croirais que ce serait dans les mêmes années. Là, on parle des années 90 et tout ça, où est-ce qu'il n'y avait pas de contact et tout ça. Ouais. Et puis, je veux rien enlever à l'expérience de la dame. C'est tout l'ensemble de son œuvre qui a fait en sorte qu'elle a vécu tout ce qu'elle a vécu. Mais je peux vous dire que de mon côté et de les personnes avec qui j'étais, moi, dans ce temps-là, les collègues de travail, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Tu sais. Je sais qu'il y en avait, oui, mais en tout cas, dans mon entourage, à moi, dans ces années-là, ça se passait vraiment autrement. Ben, en tout cas, les personnes qui étaient proches de moi, parce que nous, moi, j'ai eu du fun. Là. J'ai fait ça 2 ans. J'ai eu un fun noir pendant 200 ans. Ouais. C'était la fête. J'ai jamais été insultée, jamais été touchée, jamais été agressée, Wow. même pas passée proche. Mais pourquoi vous avez voulu faire ça, vous, Samy, au début? C'était un choix? C'était volontaire? Ah, parce que moi, mon rêve de petite fille, c'était de faire comme la fille dans Flashdance. Puis étant donné que les clubs de Flashdance, il n'y en avait pas en ville, ben, c'est ce que j'avais trouvé de plus proche. Mais tu sais, pas de consommation de drogue, pas de brosse là, à pu finir. Tu sais, je veux dire, moi, tant qu'à aller à la discothèque, dépenser de l'argent, puis avoir le même fun, ben j'allais là. Non seulement j'en dépensais pas, mais j'en faisais. Ouais. J'avais le même fun. Puis, tu sais, les hommes, oui, OK, il y a beaucoup de gars mariés qui viennent de ça, mais il y en avait un paquet de célibataires. Il y avait beaucoup de bachelor party, il y avait beaucoup de fêtes de des gars. J'avais beaucoup d'amis masculins, autant des amis des barmaids, des serveuses et tout ça, qui venaient. Ça faisait pas dans cette fille, là. C'était des chums de gars, là. C'était nos copains, là. Tu sais, des amis, là, des buddies. Pareil comme quand tu vas à la discothèque, sauf que les autres, ils venaient là. Ils venaient prendre avant nous autres, puis ils s'en allaient, puis ils ne faisaient pas danser aucune fille, là. Tu sais, il y avait un côté, oui, qui était très business, là. Puis c'est ça le propre de la chose, parce qu'évidemment, comme votre invité a dit, faut que tout le monde fasse de l'argent, là. Mais il y avait quand même l'autre côté des choses. Vous sentiez quand même qu'il y avait un certain respect. Alors, ben, écoutez, merci, Samy, de votre expérience. Vous en pensez quoi, Martine? Vous avez l'air de douter. Ben, moi, j'ai rencontré des danseuses qui m'ont déjà dit qu'elles faisaient ça pour se payer une petite business. Vous l'ouvrez, le classique, c'est je vais m'ouvrir un salon de bronzage Ou payer leurs études. ou payer mes études. Mais bon, Bon, tout le- c'est vrai, ces phrases-là, payer mes études, on l'a beaucoup, là. Mais. est-ce que c'est vrai? Ben, tu sais Avez-vous quoi? rencontré beaucoup d'étudiantes qui dansaient? Non, pas du tout. Tu sais, c'est des phrases typiques, comme la plupart, quand ils sortent de là, on va leur demander ce qu'ils font dans la vie, tu sais, parce qu'ils disent pas en société, ben ils vont répondre mannequin. C'était la phrase que tout le monde disait, là. On disait, je suis mannequin ou je suis. Mais, tu sais, on a quand même toutes des personnalités différentes. Elle a le droit d'avoir aimé ça, danser. Elle a le droit, mais tu sais, comme elle disait, c'était une place de party. Je pense qu'on a 2 personnalités différentes parce qu'elle dit que ses amis allaient là. Moi, je monte pas. J'ai pas l'habitude de montrer mes fesses, mon vagin à mes amis de proches. Fait que, tu sais, il y a des gens qui font du nudisme, il y a des gens qui sont. Ça dépend avec qui tu te tiens, visiblement. C'est ça. On va s'arrêter ici, très courte pause. On revient tout de suite après. S'il y a des gens qui veulent nous raconter leurs expériences comme danseuses, allez-y. Le véritable sujet, on en revient à cette question, c'est que finalement, est-ce que ce genre de relation toxique nous poursuit toute notre vie? Est-ce qu'on est capable d'en sortir? 514-790-9850. À tout de suite. Bonjour Angie, vous aussi, le milieu des danseuses nues, vous connaissez? Je connais ça très bien. Moi-même étant danseuse, la dernière fille qui a parlé, moi aussi, je suis rentrée là-dedans au début pour la fête, l'ambiance et tout. Mais après ça, en rentrant là-dedans, je me suis rendu compte que c'est un milieu perverti. Il y a des loups. En ce sens que moi, mon copain, c'est un proxénète. C'est quelqu'un qui recrute des filles pour faire travailler et tout. Mais à la base, je ne savais pas, là. Il est arrivé gentil et tout. Après ça, bon, ça a commencé. J'ai commencé à le voir. C'est quoi qu'il faisait dans la vie. Au début, il voulait pas me le dire. Après ça, j'ai commencé à voir que oui, c'est ça. Il recrutait des jeunes filles. Mais maintenant, le milieu qui est payant, c'est plus nécessairement les danseuses nues, là. C'est l'escorte qui fonctionne, qui est très payant. Et puis, ce que je veux dénoncer aussi, c'est pas nécessairement les petits gars dans la rue ou bien les gars en gang. Non, moi, c'est en arrière de tout ça. Les agences. Les agences sans limite, les gens qui sont derrière ça, les bonnes filles, c'est eux autres, les vrais gros proxénètes, parce qu'ils savent, dans le fond, que la fille qui est droguée ou la fille qui est saoule, elle se fait abuser. Ils savent, ils sont très, très conscients de ça, mais c'est elle qui est payante. Est-ce que vous le faites encore, Angie? Mais moi, je suis danseuse, je suis pas escorte. Je continue à croire dans mes valeurs en ce sens que moi, j'ai jamais fait de plus, j'ai jamais fait d'extra.
Mais là, maintenant, c'est c'est contact. Comme disait Mark Fisher, aujourd'hui, les règles ont changé. On peut toucher. Il n'y a pas trop de limites non plus dans les clubs. Mais c'est ça, mais c'est à la fille de mettre sa propre limite. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai 24 ans. Je suis allée à l'école. Je suis une fille éduquée. Je comprends très bien. Là, je comprends c'est quoi le mind game des hommes en arrière. Mais pourquoi vous faites ça? De mettre ma limite. Pourquoi parce vous... que, comme j'ai dit, c'était payant au départ. Tu peux te faire 1 000 $ par jour, comme tu peux faire 200 $ aussi. Moi, j'ai arrêté de le faire parce que je trouve que c'est plus payant. Ça vaut pas la peine d'y aller, d'offrir mon corps comme ça pour gratuit. Ça veut dire, maintenant, je ne danse plus, mais je regarde les jeunes filles. Comme je vous ai dit, j'ai 24 ans. Je me sens bien vieille parce que je regarde les jeunes filles puis je leur dis, attention, il y a des loups dehors. Ils sont des loups. C'est pas de l'amour, là. C'est ton argent que tu rapportes d'attitude. Les agences, tout ça aussi, ils sont pas là pour ton bien-être. Oui, chauffeur, on va venir te chercher chez vous, mais attention, c'est ton argent. C'est pas merci beaucoup, Angie. Parce que, là, on le voit bien, c'est pas évident de s'en sortir. Ça prend beaucoup de soi, beaucoup de courage et tout. Mais votre envie maintenant, Martine, c'est d'aider d'autres femmes qui sont un peu dans cette spirale, de leur dire il y a un espoir. Votre livre, c'est ça. L'appui de Mark Fisher également. Vous êtes peut-être allé donner des conférences. Vous aimeriez peut-être aller parler à d'autres femmes, celles qui sont à la prison de Tanguy, par exemple. Vous voulez faire une différence maintenant. Oui, parce que quand on est dans ce tourbillon-là, on ne voit pas de porte de sortie, pas du tout. Puis souvent, quand on essaye de s'en sortir, bien, ce qu'on reçoit, c'est les jugements des gens de se faire traiter de conne puis d'épaisse parce qu'on est là. Puis, ça nous, tu sais, des fois, juste entendre un petit mot d'amour, que quelqu'un nous dirait, ben, tu sais, je comprends ce que tu vis, puis quand tu vas être prête, je vais être là, je t'attends, puis je vais t'aider. Parce que des portes de sortie, il y en a. Il y en a, mais le manque de confiance, la peur nous empêche d'y voir, nous empêche d'y aller. Puis ces femmes-là, ils ont comme plus d'espoir. Ils ont comme plus... Tu sais, il y a même des centres de femmes. Les femmes sont vraiment cachées, là. Elles sont cachées dans des bois pour pas que les hommes les retrouvent parce que les seules choses que les hommes ont, c'est, tu sais, comme interdiction de nous approcher. Comme Herbie, là. Il est toujours là, là. Il est toujours autour. Oui, il est toujours en liberté, mais tu sais, sa condition, c'est interdiction de m'approcher. Mais j'ai pas plus de protection, j'ai pas plus de... Le jour où il décide de m'approcher, il va m'approcher. Fait que ces femmes-là, ils ont peur. La peur qu'ils vivent, là, les gens peuvent même pas la comprendre. C'est comme tu vas mourir. Puis des fois, moi, je connais des femmes que j'ai vues qui ont essayé de mourir parce que dans un moment donné, à force de se faire frapper dessus, tu te dis, OK, ça va être plus facile de mourir, puis tu restes avec cette mentalité-là. Mais je veux que ces femmes sachent là, tu sais, je vais donner des conférences, je vais rencontrer, je vais aller à la prison. Je veux montrer à ces femmes-là qui peuvent être heureuses, qui peuvent vivre, puis qui peuvent être bien. Moi, aujourd'hui, là, je suis heureuse plus que tout, là. Merci beaucoup, Martine Janson, pour votre témoignage. Danseuse et maman, c'est son histoire, coécrite avec Mark Fisher. Mark Fisher qui sera d'ailleurs en atelier conférence au Centre Saint-Pierre le 9 novembre. Il parle de vivre en amour. Oui. Merci, Marc. C'est moi qui vous remercie.